Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Réseaux Sociaux, l'émission Socios Nancy en collaboration avec Radio Fadjet. Salut Eric qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Salut Steve. Bonjour. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un thème qui est cher à mon cœur entre guillemets de supporter de l'AS Nancy-Lorraine parce que ça fait partie entièrement de son histoire, de sa création et de même d'aujourd'hui, on en reparlera un petit peu tout à l'heure et on va parler de l'innovation. Alors ça peut paraître assez étrange de parler d'innovation quand on parle de foot, mais vous allez voir et on est ravis de vous faire découvrir en quoi l'AS Nancy-Lorraine a été régulièrement un précurseur dans le foot français et notamment grâce à une personne, en la personne de Claude Cuny. Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, alors effectivement, Claude Cuny, président fondateur de l'AS Nancy-Lorraine, c'est un homme qui a, j'utilise le présent, parce qu'il est encore parmi nous, qui a 100 idées par jour, qui est non seulement un innovateur, mais qui est aussi un inventeur. On l'a oublié, mais il a déposé au cours de sa vie différents brevets d'invention, un élévateur à nacelle, une porte automatique de garage, et même un cœur artificiel. Il y a quelques années, l'Est républicain s'en était fait l'écho, d'ailleurs. Bon, il avait un défaut, parfois, c'est qu'il était trop en avance sur son temps. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, Claude Cuny lui-même m'a demandé de retrouver dans mes dossiers documentaires la preuve qu'il avait, non pas inventé, mais proposé l'arbitrage vidéo dès 1968. Et effectivement, j'étais incrédule quand il m'en a parlé, mais il s'est avéré que j'ai retrouvé l'éditorial qu'il avait publié à l'époque, où il demandait une aide technique à l'arbitrage, mais quand on lisait l'éditorial, ce n'était rien d'autre que l'arbitrage vidéo. Or évidemment, proposer la VAR 50 ans avant son entrée en vigueur, c'était sans doute un poil trop tôt. Surtout qu'aujourd'hui, on a déjà du mal avec les technologies d'aujourd'hui, alors avec les vidéos de l'époque, j'imagine même Vous pas. imaginez le carnage, mais enfin, voilà, ça montre bien le côté innovant du personnage. Et concrètement, comment cette inventivité de Claude Cuny va se transposer dans le football ? Alors, de très nombreuses manières, et il va en faire bénéficier prioritairement l'AS Nancy-Lorraine pendant les 12-13 années au cours desquelles il va la diriger. Alors, ce qui est dommage, à mon avis, c'est que son invention la plus célèbre, la plus médiatique, celle qui est restée dans les mémoires, n'est pas la plus... elle est pas mal, mais c'est pas la plus significative à mon sens, puisqu'il s'agit, vous savez, des fameux bonhommes inventés pour permettre à Michel Platini de s'entraîner sur les coups francs. On a vu ça 1000 fois, c'est vrai que c'était astucieux et que tous les clubs ont vite repris cette invention à leur compte. Mais enfin, il y en a eu d'autres, parfois plus fondamentales, d'autres plus anecdotiques aussi. Alors, la toute première dont je voudrais vous parler, évidemment, c'est la plus célèbre et celle qui a eu le plus de succès, et puis ce sont les centres de formation. Faut pas oublier que l'AS Nancy-Lorraine a été tout à fait pionnière en ce domaine, puisque c'est Claude Cuny qui a eu l'idée de créer, le mot est beau, un conservatoire de football. Ça dit bien ce que ça veut dire, on va former de futurs champions. Alors, c'était la préhistoire des centres de formation. Si vous voulez, les gens, les pensionnaires étaient logés chez Hervé Collot et Aldo Platini dans des maisons. Il y avait 10 pensionnaires. On n'était pas sur des centres de formation comme l'académie du PSG aujourd'hui. N'empêche que l'idée, c'est l'AS Nancy-Lorraine, c'est Claude Cuny. Une autre idée géniale, parce que Claude Cuny voyageait beaucoup pour prendre ailleurs, à l'étranger, ce qui se faisait de mieux. Et c'est comme ça que quand la forêt de haies a été donnée à l'AS Nancy-Lorraine et que les locaux ont été construits, Claude Cuny a eu l'idée, après avoir effectué une visite au club d'Arsenal, de mettre à disposition de l'AS Nancy-Lorraine une salle d'entraînement hivernale. C'était tout à fait novateur à l'époque et ça a rendu bien des services, puisqu'en Lorraine, en hiver, il y a bien souvent des cas où on ne peut pas s'entraîner. C'est ce que j'allais dire, surtout à Nancy, c'est presque obligatoire. Par contre, si je ne me trompe pas, il y a eu aussi d'autres innovations à l'époque de Claude Cuny, notamment dans le domaine de la vidéo. Voilà, alors là, ce n'est pas l'arbitrage vidéo, mais l'utilisation de la vidéo au tout début des années 70. L'AS Nancy-Lorraine, à la demande de Claude Cuny, se rend acquéreuse d'un magnétoscope. Alors, pas pour filmer, pas pour préparer les matchs, mais pas pour regarder les adversaires, puisqu'à l'époque, il n'y a pas les images de l'adversaire. Ce que faisait Claude Cuny, c'est qu'il demandait à quelqu'un de filmer les matchs de Nancy à l'extérieur, à domicile, et ensuite les joueurs et l'entraîneur disséquaient les images sur le magnétoscope pour améliorer leur jeu, revoir les positionnements, etc.
Et ça, l'utilisation de la vidéo pour préparer l'équipe, c'est tout à fait novateur aussi, et on le doit à Claude Cuny. Et d'ailleurs, même à destination des supporters, quelque part, il a apporté des nouveautés grâce à la vidéo. Oui, alors pour des raisons... il ne s'agissait pas seulement de rendre service aux supporters, il y avait une idée derrière tout ça. Il se trouve que le 30 janvier 1971, les Nancéens ont le choix, enfin ceux qui aiment le sport ont le choix entre rester bien au chaud dans leur canapé pour voir un match de rugby des 5 nations Irlande-France ou aller voir ASNL Angers à Picot qui se déroule à 17h. Cuny s'est dit, les gens auront une tendance naturelle en janvier en Lorraine à rester devant leur poste de télévision. Donc, pour les inciter à venir voir le match AS Nancy-Lorraine-Angers, je vais disposer des postes de télévision un peu partout dans le stade. Et comme ça, les supporters courageux qui auront fait le déplacement au stade pourront se tenir informés du déroulement du match. Donc, vous voyez, ça, c'est une anecdote, c'est pas une invention majeure, mais ça montre aussi l'inventivité du personnage. Et quand on parle de ça, on parle effectivement de l'inventivité, mais de son envie toujours plus prégnante de faire venir des personnes au stade, de rendre la SNL attractive et d'aller chercher des ressources. Et du coup, au niveau marketing et commercial, là aussi, la SNL et Claude Cuny n'étaient pas en reste. Ah bah non, de toute façon, c'est le premier dans le football français. Il faut bien savoir qu'on est là, fin des années 60, début des années 70, au début d'une nouvelle ère, et qu'il y a 2 grandes figures qui vont contribuer à moderniser le football français parmi les présidents de club, c'est Claude Cuny et Roger Rocher. Roger Rocher étant le président de l'AS Saint-Étienne. Et pourquoi c'est Claude Cuny le grand modernisateur du football français à cette époque ? Parce qu'il a compris avant les autres qu'un club de football doit être géré exactement comme une entreprise. C'est pour ça que dès que la SNL voit le jour, il va mettre sur pied un service commercial et puis qu'il va créer, j'ai pas peur de le dire, il a créé le merchandising dans le football. C'est-à-dire qu'il se met à sa table de dessin, parce qu'il sait tout faire, Cuny, et il se met à dessiner des dizaines et des dizaines de gadgets à l'effigie aux couleurs de l'AS Nancy-Lorraine. Il les fait fabriquer et il les fait commercialiser par les supporters nancéens à l'entrée du stade, à la boutique du club, etc. C'est le premier club qui fait ça. Pour les anciens comme moi qui ont une collection complète du Chardon Rouge, c'est fabuleux de feuilleter ce magazine. Vous allez voir la quantité de gadgets qui a été vendue aux supporters. Alors très vite, l'AS Nancy-Lorraine sera suivie et copiée par l'AS Saint-Étienne, parce qu'on arrive là dans les années 70 à la fièvre verte, sous Glasgow 76, etc. Souvenez-vous, il y avait des gadgets dans tous les sens aux couleurs de Saint-Étienne, mais Roger Rocher a toujours eu l'honnêteté de dire que cet aspect-là, il l'avait emprunté à Claude Cuny. Alors il y a aussi les sponsors maillots. On oublie toujours que l'AS Nancy-Lorraine a été le premier club à porter un sponsor maillot. Alors, il l'a fait illégalement, parce qu'à l'époque, c'était interdit. Mais Claude Cuny ne voyait pas pourquoi les clubs n'avaient pas le droit d'arborer un sponsor sur leur maillot et de générer ainsi des recettes. Et il y a eu 2 matchs au cours de la saison, en 68, où l'AS Nancy-Lorraine a arboré le sponsor Gaster, du nom du supermarché de Jarville, bien connu des anciens, et avant d'être appelé à l'ordre par les instances nationales du football, puisqu'il a fallu attendre le début des années 70 pour que les sponsors maillots soient reconnus. Pour revenir sur ce que Eric disait, notamment sur le fait de vendre des produits merchandising à l'effigie de la Nancy-Lorraine très tôt, j'invite ceux qui n'ont pas pu écouter notre première émission sur les supporters du FC Nancy à la Nancy-Lorraine de réécouter cette émission parce qu'on en parle et on aborde notamment le sujet. Mais Eric, j'aimerais aussi que tu nous parles d'un nouveau mode pour l'époque de diffusion des matchs pour les Rouges et Blancs. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi un sujet très intéressant, parce qu'il faut se souvenir qu'au début des années 70, les gens qui aiment le football ont peu d'occasion d'en voir à la télévision, puisque la télévision, à l'époque, ça se limite à 2 chaînes. On est à l'époque de l'ORTF, il y a la première chaîne, la deuxième chaîne, et la télévision a des rapports difficiles avec la FFF, donc ça complique encore les choses. Et finalement, les seuls matchs que les gens peuvent voir, ce sont les matchs des sélections nationales de l'équipe de France et quelques matchs disputés en Coupe d'Europe par des clubs français. Les matchs de championnat, il n'y en a quasiment jamais, et il arrive même qu'on ne passe qu'une mi-temps, ce qui est quand même insensé. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on va comprendre à quel point les initiatives de Claude Cuny pouvaient être innovantes. En mai 1972, il propose la diffusion du dernier match de championnat de la saison Reims-ASNL sur écran géant,
dans la salle Georges Schaeffer. Vous savez, c'est une salle de la mairie de Nancy. En différé, 2 jours après son déroulement. Donc ça peut paraître curieux pour un supporter d'aujourd'hui de se dire 2 jours après, les gens vont se déplacer pour voir le match. À l'époque, on est tellement sevré de ballons, on n'a jamais l'occasion de voir Nancy à l'extérieur, sauf si on se déplace soi-même. Alors, cette initiative a quand même attiré 200 supporters qui se sont déclarés à l'issue de la retransmission assez désireux de voir l'expérience être renouvelée. Et pourtant, c'était pas gagné, puisqu'il y a eu un problème. Au dernier moment, la première mi-temps de Reims-Nancy n'a pas été diffusée par la télévision. Donc, elle n'a pas pu être diffusée non plus 2 jours après à la salle Schaeffer. Et donc, on l'a remplacée par la deuxième mi-temps de Nancy-Angoulême, le match précédent. Enfin, c'était... Malgré tout, les 200 supporters étaient contents. D'ailleurs, le succès rencontré lors de cette première diffusion a incité l'AS Nancy-Lorraine à renouveler l'expérience. La saison suivante, les matchs à l'extérieur ont donné lieu à une projection en salle, toujours en différé, et cette fois au cinéma Caméo. C'est surprenant de se dire que le Caméo a abrité des matchs de l'AS Nancy-Lorraine. Alors, les premiers matchs rencontrent un vice-succès populaire. Pour le premier match Paris FC Nancy, 300 personnes ont assisté au Caméo à une défaite nancéenne en différé. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai que pour recontextualiser, à l'époque, c'est plus facile en plus de pas forcément se faire spoiler le résultat pour celui qui voulait pas, parce qu'il n'y avait pas d'internet, la télévision, c'était pas non plus développé comme aujourd'hui. Donc, il y avait 2 aspects. À la fois, on pouvait y aller voir le match sans connaître le résultat, même 2 jours après. Et puis, pour celui qui le connaissait, comme disait Eric, on était à l'époque tellement sevré de football et qu'on voyait tellement peu de football à la télévision que c'était un événement. Oui, mais enfin... 300 spectateurs pour assister à une défaite en différé, là, j'avoue que... C'est assez spécial, quand même. Ça montre quand même la misère footballistique dans laquelle était le supporter nancéen à l'époque. Bon, la défaite, ça nous connaît quand même. Non, l'équipe était plutôt bonne à l'époque, mais enfin, faut vraiment être sevré de ballon. Et puis alors, plus tard, en 76, pour la première fois en France, et la dernière, je dois dire... C'est une première nationale qui s'est déroulée à Nancy le 15 novembre 76, toujours grâce à Claude Cuny et à son inventivité, et qu'il y avait un match Marseille-Nancy en retard. Et Nancy s'est débrouillé pour le faire retransmettre en direct sur écran géant à la salle de Gentilly, avec l'aide d'une société qui s'appelait Aresport et avec la collaboration de FR3, ancêtre de France 3. C'est la première fois que cette expérience était tentée en championnat avec l'accord de la FFF et de la Ligue, qui s'appelait à l'époque le GFP. Une première expérience analogue avait été tentée à l'occasion de la finale de Coupe d'Europe à SSE Bayern, mais ça avait capoté à la suite d'un problème technique. Donc c'est une première nationale à Nancy ce jour-là. Alors l'écran géant n'est pas aussi géant qu'on pourrait l'espérer, puisqu'il ne fait que 7 mètres sur 5 mètres et demi. Ça a coûté 100 000 francs, et la rentabilité sera fonction du nombre de supporters qui se mobiliseront. Sachant que la salle peut accueillir, Gentilly à l'époque, ça peut accueillir 4500 personnes, dont 3000 assises. Les prix pratiqués sont à peu près les mêmes que les soirs de match à Picot à domicile. 25 francs pour parterre de face, 20 francs pour les gradins et 15 francs pour les places debout. Alors, l'expérience n'a pas fait que des heureux à Nancy. Le président du SLUC Handball, Jean-Pierre Porteret, a estimé qu'il était inadmissible de priver les handballeurs du Palais des Sports au profit d'intérêts parasportifs. Bon, on connaît les guéguerres entre clubs nancéens. Et puis les directeurs de cinéma n'étaient pas très contents, notamment celui de Paramount, qui dénonçait une concurrence néfaste de cette retransmission sur écran géant pour les cinémas nancéens. Alors malgré tout, le jour J, la foule s'est pressée au Palais des Sports de Gentilly, rempli pour la première fois. Faut dire qu'il n'était pas ouvert depuis très longtemps. Certains spectateurs du fond se sont plaints de la taille de l'écran jugée insuffisante. Et puis surtout, alors ça m'a toujours fait rire cette anecdote, c'est que le ballon était blanc et le sol était blanc et au fond, on voyait pas trop le ballon, ce qui est quand même un peu gênant pour un match de foot. Donc à la mi-temps, on a téléphoné à Marseille pour savoir s'ils pourraient pas mettre un ballon rouge. Manque de chance, ils en avaient pas. Donc voilà, vous imaginez. On voit quand même que tout ça est quand même contraint par la technique de l'époque. Cela étant, l'ambiance à Nancy a été jugée meilleure qu'au stade Vélodrome. Ce soir-là, il y avait 8000 personnes au Vélodrome qui faisaient moins de bruit que les personnes réunies à Gentilly. Et puis, malgré les quelques imperfections techniques, l'expérience a été jugée satisfaisante. Le journaliste Marc Vautrin, qui suivait l'actualité de l'AS Nancy-Lorraine dans l'Est républicain,
a eu des mots incroyablement élogieux pour décrire cette expérience. Je le cite, « Jamais au stade Marcel Picot, nous n'avons pris un tel bain de plaisir populaire unanime. On ne peut pas avoir passé une soirée comme celle-là sans croire à l'avenir de la formule. Voilà qui peut apporter beaucoup de changements dans le football professionnel, à commencer peut-être par le comportement des équipes à l'extérieur. » Bon, finalement, il n'y a pas eu de suite parce qu'il y avait tellement de problèmes juridiques entre la Ligue, enfin voilà. On peut voir quand même à quelle vitesse le foot a évolué, puisque maintenant, c'est tellement simple de voir un match à l'extérieur. Mine de rien, il y a ces innovations ou même ces coups d'une fois qui font que derrière, ça fait réfléchir et ça permet d'avancer et d'améliorer la visibilité du foot notamment. Eric, tu as une dernière innovation pour la fin ? Elle est marrante celle-ci parce qu'en fait, elle a été concoctée par le président de la SNL et un futur président de la S Nancy-Lorraine. On est en 1977 et CUNY bricole avec le président de la Caisse d'épargne de Lorraine, qui n'est autre que Jacques Brzezinski, un système qui va permettre pour la première fois en France à des supporters de s'abonner à leur club avec un paiement en 6 fois. Alors ça paraît... tout ce qu'il y a de plus banal aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'allait pas du tout. Le paiement en plusieurs fois, c'est pas quelque chose qui est développé. Et en plus, ils vont pouvoir s'abonner avec un paiement en 6 fois, mais en payant 20% de moins que le prix. La seule condition, c'est posséder un livret à la caisse d'épargne crédité d'au moins 150 francs. Donc voilà, encore, celle-ci, je la cite parce qu'elle met elle met en scène aussi Jacques Brzezinski, autre figure de l'Est Nancy-Lorraine, un peu moins glorieuse. Dont on parle dans un bulletin mi-temps qui vous pouvez retrouver sur notre site sociosnancy.fr. Après le départ de Claude Cuny, les innovations étaient moins nombreuses et puis le foot avait bien évolué, mais on peut quand même en relever quelques-unes. Eric, tu peux nous parler brièvement de la première ? Oui, alors la première innovation à SNL post-Cuny, pour moi, ce sont les stages en altitude. En juillet 1982, la SNL devient le premier club français à effectuer un stage en altitude, plus précisément à Val Thorens, à 2300 mètres d'altitude, soit 500 mètres de plus que Font-Romeu, où les Bleus avaient préparé la Coupe du Monde 82. Alors, ce stage était dû à une initiative du docteur Gégou, célèbre médecin de la SNL à l'époque, qui avait pris les premiers contacts avec la station dès le mois d'avril 81. Alors, les effets de ce stage étaient très suivis, notamment par le docteur Alliot, cardiologue et membre de la commission médicale de la SNL. On voulait vraiment mesurer les bienfaits des stages en altitude. Et cette grande première de la SNL a été suivie de très près par le corps médical, mais aussi par les autres clubs, dont certains, les années suivantes, ont imité l'exemple nancéen. Il y a toute une mode créée par la SNL dans les années 80 de préparation en altitude. Les saisons suivantes, d'ailleurs, la S Nancy-Lorraine renouvellera l'expérience, et elle sera notamment imitée par le FC Metz. C'est ainsi que la SNL et le FC Metz se sont rencontrés à l'occasion d'un match amical pour préparer la saison 83-84 à Moutier, dans les Alpes. Et alors, c'est quand même pas banal de se dire qu'on a eu un derby lorrain alpestre. Non, tu connais pas le résultat ? Non, ça je l'ai oublié. Tout ce qu'on sait, c'est que Metz a copié Nancy. On copie toujours la capitale quelque part. Eh bien sûr. C'est normal. Steve, maintenant on va te donner un petit peu la parole. On va venir sur des innovations un petit peu plus récentes. Alors même si elles commencent à dater, oui. Mais c'est d'une période qu'on connaît un peu plus parce que c'est la période Jacques Rousselot. Et on va voir là aussi que Jacques Rousselot a été précurseur et avait toujours aussi plein d'idées pour chercher à améliorer le quotidien de la S Nancy-Lorraine. Moi, je vais vous parler d'une rencontre entre Nancy et Le Mans en 94. Alors, pour remettre dans son contexte, après 2 saisons en Division 2, Nancy repart avec un nouveau coach qui vient remplacer Olivier Rouillet. Ce coach, c'est Bologna. La saison 94-95 est assez atypique, elle se déroule avec 22 équipes sur 42 journées de championnat. Et parmi ces 22 équipes, un certain OM. À l'aube de cette saison, Nancy va se doter d'une direction à 2 têtes. Alors, encore sous statut associatif, l'AS Nancy-Lorraine a une double présidence, avec d'un côté un avocat, Gérard Parentin, qui était jusque-là trésorier du club, et un patron des centres Leclerc, Jacques Rousselot. Alors, les dirigeants craignent un enlisement du club dans son championnat de Division 2, et pour l'éviter, ils veulent s'appuyer sur le public et les supporters. Toujours les supporters, et c'est normal, on a besoin des supporters, surtout à domicile, mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter cet enlisement et faire en sorte que les supporters garnissent les travées de Marcel Picot ? Ils vont mettre en place une politique inédite d'abonnement avec un système de remboursement auprès des commerçants et des entreprises partenaires du club. En clair, si vous preniez un abonnement à 650 francs, vous avez 650 francs de chèque cadeau à faire valoir sur vos achats. Cette offre, elle est valable seulement pour les 4000 premiers abonnés. Cela peut paraître peu, mais à cette époque, le nombre d'abonnés
est assez faible. L'objectif des dirigeants, c'est d'avoir 10 000 spectateurs à chaque rencontre. Cet objectif, il est d'autant plus important que pour les finances du club, elles sont dans le rouge, un déficit à peu près de 40 millions de francs. Il faut donc rapidement faire rentrer de l'argent frais. C'est une super idée. D'ailleurs, je pense même qu'on pourrait encore la démultiplier maintenant avec des partenaires. Mais pour remplir le stade, il y a une politique attractive. C'est bien, mais il faut aussi des résultats pour que ça suive. Et ça donne quoi à ce niveau-là ? Sur le terrain, il faut du temps aux joueurs pour s'adapter aux entraînements et aux méthodes de Bologna. Le début de championnat s'en ressent, c'est solide mais sans victoire. Nancy va enchaîner consécutivement 5 résultats nuls avant de connaître l'ivresse de la victoire à Pico face à Amiens. Au soir du 12 novembre, Nancy, après 19 journées de championnat, compte 10 nuls, 7 victoires et seulement 2 défaites. Pour transformer les nuls en victoires, les dirigeants décident de redonner un coup de tonus au public de Pico. À cette époque, l'influence, elle flirte autour des 6000 personnes par match et c'est très loin de l'objectif initial. Et là encore, donc après cette période d'abonnement avec une innovation des chèques cadeaux qui était quasiment, je pense, du jamais vu non plus ailleurs, on a une grande première qui se profile à Pico. L'idée, elle est très simple. Elle consiste à remplir le stade Pico et sans que les supporters ne déboursent un centime. L'objectif est très ambitieux mais va se heurter à un problème juridique. Les règlements de la FFF ne prévoient pas une telle opération. Nancy va simplement se tourner vers un partenaire du club, qui est Renault Laxou. Et Renault Laxou, elle va régler la note finale pour les 18 000 supporters qui vont prendre place dans les tribunes de Pico ce 19 novembre face au Mans. Cette opération, c'est une réussite pour le club et pour Renault Laxou. De nombreux médias vont en parler et le public va être ravi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce match quand même ? Tu nous en parles ? Alors, poussé par un public beaucoup plus chaud qu'ordinaire, Nancy va gagner ce match. Les objectifs du soir étaient très clairs, c'était les 3 points et le stade plein. C'est réussi. Une conséquence indirecte de cette opération, c'est les relations entre Nancy et Renault Laxou qui vont s'intensifier au point que la tribune Marmite va être renommée en tribune Renault. Alors là aussi, c'est une première dans le foot français, c'est la première tribune qui est victime du naming. Alors, le coût de l'opération pour le concessionnaire est de l'ordre de 100 000 francs. Malgré toutes ces bonnes initiatives, malgré la bonne volonté des deux présidents Parentin et Rousselot, Nancy va terminer à la 7ème place, très loin du leader qui est l'OM. Alors, il y aurait plein d'autres anecdotes à raconter sur cette saison, mais au final, c'est un échec. Mais le club va s'appuyer sur cet échec pour enfin monter dans l'ascenseur à l'issue de la saison 95-96. Alors, l'opération des matchs gratuits Pico sera reconduite à plusieurs reprises les saisons suivantes et souvent avec la victoire au bout. Alors, pour étayer ces propos, je vous propose d'écouter une personne chère aux supporters nancéens que vous allez entendre dans un instant. Et cette personnalité que je vais vous laisser découvrir a été un acteur indirect de ce match offert à l'époque. Bonjour Sébastien Janaudet. Bonjour Olivier. Je vous remercie de nous accorder un petit peu de votre temps. On va se replonger aujourd'hui, ou on se replonge dans notre émission sur un match qui a particulièrement marqué les supporters de l'AS Nancy-Lorraine il y a quelques années. C'était en 1994, donc ça commence à remonter. C'était le fameux match entre l'ASNL et Le Mans, qui était un match gratuit et qui était une innovation de l'AS Nancy-Lorraine, puisque c'était un match qui a été offert aux supporters. Votre papa dirigeait la concession Renault de Laxou, si je ne me trompe pas, et a donc forcément joué un rôle de premier plan dans cette opération. Alors exactement, moi c'est comme ça que j'ai connu Nancy, parce que je suis pas né à Nancy, je suis pas de la région à la base, mais effectivement il travaillait chez Renault, il a été nommé à un moment donné, début des années 90 effectivement, comme directeur de Renault à Nancy, dont la succursale était à Laxou effectivement, et c'était devenu assez vite d'ailleurs un supporter, un sponsor de la SNL avec Renault. Donc voilà, c'est comme ça. Et après sur le match en particulier, alors moi j'ai moins de souvenirs précis que vous, mais effectivement je sais qu'un certain nombre de partenaires, donc dont a priori Renault, souhaitaient effectivement faire des actions assez sympathiques envers les supporters. Et effectivement, quoi de mieux qu'un match gratuit, quoi. Ça peut être, c'est plutôt généralement c'est quelque chose avec de l'impact. Ah bah, c'était un grand impact parce que de mémoire, 18 000 personnes ont rempli Pico ce soir-là pour un match de 2e division. Et ça a débouché après sur un partenariat avec du naming au nom de Renault sur l'ancienne tribune Marmite pendant quelques mois, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu un fort impact. Comme vous le disiez, vous veniez de la région lyonnaise, si je ne me trompe pas. Moi, je viens de la région lyonnaise, mais effectivement, comme on ne peut pas travailler chez Renault, en fait, il change de poste assez régulièrement, même si à Nancy, il a dû rester entre 6 et 8 ans, je ne sais pas exactement. Mais voilà, donc j'avais
J'avais pas mal bougé et le poste d'avant, oui, c'était à Lyon. En fait, il a commencé à Lyon, il a un peu bougé, il est retourné à Lyon juste avant Nancy, effectivement. Et comment on devient supporter de l'AS Nancy-Lorraine? C'est par le biais de ce partenariat que votre papa est devenu plus ou moins supporter, ou lui était resté plutôt vraiment sponsor et c'était surtout des opérations commerciales? Bah, je pense qu'il y a les deux en fait. Il aimait bien le foot. Première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a quand même un volet commercial dans une ville comme Nancy. La SNL, c'est quelque chose qui compte, hein, qui comptait beaucoup en 94, mais qui compte encore pas mal et qui comptera encore beaucoup dans le futur, j'espère. Et puis après, oui, je pense qu'il y a ce côté qui est à l'époque, ce côté un peu familial. Où je sais pas si c'est 30 ans en arrière, hein. Ouais, Ça ouais. fait loin si vous je me rappelle de cette époque, mais bon, ça a duré un petit peu à Nancy. C'est vrai que il y a une stabilité quand même dans le club pendant très très longtemps, qui expliquait que c'était plus facile de tisser des relations. Je sais plus qui était l'entraîneur en 94. Vous savez, Olivier, ou pas? C'était Laszlo Bologna. C'était Laszlo, d'accord. C'était Laszlo, voilà. Non, mais bon, voilà, c'est des gens qui sont restés longtemps. Il y avait, c'était Gérard, que ce soit Gérard, Parentin, Jacques Rousseau, etc. Donc voilà, bon, je pense que c'est assez facile de tomber quand on habite Nancy, même quand on n'en est pas originaire, c'est assez facile de tomber sur. Puis en plus, c'est vrai qu'en tant que partenaire derrière, Jacques Rousselot étant un entrepreneur aussi du secteur, je pense que des liens sont créés peut-être aussi en dehors du foot. Il y a eu le côté foot, le côté partenariat commercial, le côté affectif, parce que Jacques Rousselot est quelqu'un de très affectif aussi. Donc c'est vrai que ça doit aider derrière à avoir envie d'aider le club et de l'aider à se développer. Oui, complètement. Non, mais encore une fois, il y a les deux aspects. Clairement, si c'est Renault, c'est pas son pognon à lui, hein, c'est pas son argent à lui, parce que lui était un employé, il n'était pas propriétaire d'une concession, hein, il était nommé, etc. Donc forcément, il faut justifier quand on dépense de l'argent qui est pas à soi. Donc c'est qu'il devait y avoir des retombées commerciales qui étaient positives. Mais après, voilà, on peut faire plein de choses, et je pense que c'est un peu le cœur qui a parlé. Je pense qu'effectivement, je crois qu'il s'entendait très très bien avec Jacques, notamment Oslo. Donc voilà, ils avaient des côtés un peu humains et cœur un peu en commun, peut-être. Bon, certainement. Je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Une petite dernière question. Vous nous avez dit que vous vous souveniez plus trop de comment ça s'est déroulé. Vous, en tant que supporter de l'AS Nancy-Lorraine, c'est quoi votre premier souvenir ou ce qui a fait que vous êtes devenu supporter comme vous l'êtes actuellement? Oh bah ça a longtemps maturé. C'est une histoire, vous voyez, qui a une trentaine d'années. Donc non, mais je pense que effectivement, en fait, il y a le côté. Je trouve que ce qui m'avait marqué au début, c'était le côté. À la fois, on voyait. Là, vous parliez, on était en D2 à l'époque, Oui. enfin Ligue 2, D2 à l'époque, mais ouais, il y a eu des époques. Juste avant ou juste après de D1 Ligue 1. Donc on voyait effectivement à la fois des matchs, des super matchs, etc. Mais en même temps, il y avait à l'époque, en tout cas, ce côté très accessible, à la fois des joueurs, du club, des entraîneurs, etc. Ce côté et ça, moi je sais que ça joue pas mal dans mes critères humains peut-être d'avoir envie de les aimer, de les supporter. Et puis effectivement, ça a été crescendo. Donc il n'y a pas un truc en particulier qui m'a fait aimer Nancy, je pense, mais c'est une conjonction de joueurs plutôt sympas, de valeurs aussi. Je pense que à l'époque en tout cas dans ces années-là et jusqu'au début des années 2000, etc. Il y avait, sans parler de l'épopée 2006, 2008 et compagnie, mais il y avait vraiment des valeurs super fortes au club qui j'espère perdurent et perdureront longtemps. Merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps et encore voilà, merci et puis peut-être à bientôt au stade Marcel Picot. Et avec grand plaisir, j'espère venir peut-être lors du prochain en tout cas. Bon, parfait. Toujours sympa d'entendre Sébastien Jalaudet. Oui. Encore plus avec ce qu'il a fait l'été dernier pour le club. Allez, dans les dernières innovations, alors c'est pas une innovation, mais on a été un des premiers à le faire, puisque Eric m'avait rectifié, je pensais qu'on avait été les premiers, c'est pas le cas, mais ça me tient à cœur d'en parler rapidement, parce que c'était un de mes joueurs, quand j'étais jeune, c'était un de mes joueurs fétiches, c'était Ray Stephen, et de mémoire, Ray Stephen n'avait pas été acheté par l'AS Nancy-Lorraine, mais si je me trompe pas encore une fois, parce que j'étais très jeune, par les magasins Leclerc, dont Jacques Rousselot était propriétaire, et donc c'était un sponsor qui avait acheté un joueur de foot
pour le mettre à disposition de l'AS Nancy-Lorraine et éviter à l'AS Nancy-Lorraine de toucher à son propre budget. Et donc Ray Stephen est arrivé, un joueur écossais qui était un grand buteur de l'AS Nancy-Lorraine, qui est une figure quand même des années 90 et du foot des années 90 à l'AS Nancy-Lorraine. Mais nous n'étions pas les premiers, il y avait eu 2 ou 3 cas similaires. Eric, c'est ça ? Oui, quand les centres Leclerc de Lorraine ont acheté Ray Stephen, ont offert Ray Stephen à l'AS Nancy-Lorraine. Alors je dis offert entre guillemets parce qu'en cas de revente, si Stephen avait été revendu à un autre club, l'indemnité de transfert serait arrivée dans les caisses de Leclerc. C'est pas illogique. Oui, c'était pas illogique, mais je veux dire, voilà, c'était... Mais ça avait déjà été fait par les centres Leclerc historiques, c'est-à-dire ceux de Bretagne, hein, c'est le centre, c'est le cœur des centres Leclerc, qui avait, peu de temps auparavant, fait la même opération avec 2 joueurs du stade brestois, et pas des moindres, puisqu'ils avaient fait venir, au lendemain de la Coupe du Monde 86, un Argentin champion du monde, coéquipier de Maradona, qui s'appelait Brown. Le nom de famille, c'est sûr, je crois que le prénom pouvait être José Luis, mais je vais me faire rectifier par les auditeurs. Et puis un autre joueur brésilien qui avait lui aussi, je crois, participé à la Coupe du Monde. Et donc les centres Leclerc de Bretagne avaient été pionniers et Jacques Rousselot avait imité ce modèle avec l'AS Nancy-Lorraine et Ray Stephen en 86. Encore pionnier dans le Grand Est, finalement. C'est ça. Je te remercie Eric pour cette précision et toutes ces informations. Merci aussi pour ta participation à cette émission et l'écriture. Je t'en prie. Merci Steve pour ta participation. Il n'y a pas de problème. Merci encore à Stéphane qui, comme toujours, écrit une partie de ses émissions. Merci à Yves pour la régie. Merci à Radio Fadjet pour l'accueil et à bientôt dans un nouveau numéro de Réseaux Socios. Réseaux Socios, le podcast 100% ASML.